Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire cette semaine, à Saint-Urbain, on s'interroge sur la conservation de la rivière du Gouffre suite aux inondations. À Grande-Rivière, les étudiants de 4e et 5e secondaire unissent la culture des plantes et l'élevage de poissons pour découvrir un système de production alimentaire durable. À Plessisville, on adhère au défi Pissenlit. À Cap-Santé, une conférence destinée à faire découvrir la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et le métier de pilote maritime. À Rimouski, retour sur l'épopée du Nao Trinidad qui a été le premier à faire le tour du monde de 1519 à 1522. À Sainte-Luce, on vous présente Québec maritime pour vous guider dans vos choix de destination vacances. À Gaspé, on rencontre le directeur général du musée de la Gaspésie. À Repentigny, l'exposition Continuum de Richard Langevin propose une version augmentée de l'œuvre du sculpteur, scénographe, spécialiste des technologies numériques. Bonne émission! La saison de la pêche est à nos portes et Lydia Duchesne de TVCO est allée à la rencontre de Benoît Bouchard de l'Association de la conservation de la vallée du Gouffre afin de s'assurer que, suite aux inondations du 1er mai dernier, la ressource naturelle était toujours bien en place pour la saison touristique. La saison de la pêche au saumon est à nos portes et c'est dans un tout autre paysage que les pêcheurs devront s'aventurer sur les rives de la rivière du Gouffre. Là, vous pouvez voir là, qu'est-ce que ça a donné, là, parce que voyez-vous, là, quand on s'en vient de même en ligne directe, là, c'était toute la verdure. Ça, ouais. Là, ça tassait. On voit l'arachide dans la rivière, là. Oui, c'est venu s'affaisser dans le fond de l'eau. Ça là, c'était la verdure, là, le sentier passait là. L'Association de conservation de la vallée du Gouffre est gestionnaire des activités de pêche au saumon sur la rivière depuis 1979. Il y a eu des aménagements, ils ont répertorié des fosses, ils ont aménagé des accès aux fosses, ils ont signé des ententes avec les propriétaires riverains. Et ils ont installé des aménagements, des bancs, des abris, des chaises, des porte-cannes. Là, on parle de combien de fosses au total sur la rivière? Au début, il y avait 100 fosses répertoriées. Il y en a maintenant 61 d'entretenues d'un bout à l'autre. La quasi-totalité des aménagements et infrastructures mis en place au courant de ces années a été emportée par la grande crue du 1er mai. Vous voyez les dunes de sable, là? C'est l'eau passant, là. Regardez, on voit le dénivelé, là, ce que ça a fait, là. Puis c'est le passant en avant de la grange, puis en arrière de la grange. Ça filait directement en bas, là. Vous pouvez me repérer parce que la souche, on l'a coupée. Elle était ici. Un abri, là. Puis, table de pique-nique était à l'intérieur. Le banc, on avait 2 bancs étant à l'intérieur. Les coûts rattachés au ramassage des débris et au réaménagement des accès sont évalués à 50 000 $. Une campagne de sociofinancement est d'ailleurs en ligne pour soutenir l'organisme via la plateforme GoFundMe. Vous savez, c'est un bijou qu'on a dans la région. C'est un moteur économique qui a des retombées selon le ministère, de près de 2 millions dans la région. C'est la première rivière qu'on a quand on descend, là, le fleuve. C'est la première rivière à saumon qu'on peut pêcher. Là, on réalise vraiment qu'on a un bijou dans la vallée du Gouffre. Ouais. Puis, il faut le protéger, ce bijou-là. Puis, il faut le mettre en valeur. En ce qui concerne la faune aquatique, les biologistes se font rassurants. Le poisson sera au rendez-vous. Toi, quand il vente, c'est quoi que tu fais? Tu t'en vas à l'abri. Le saumon, le poisson fait la même chose. Quand il y a de la tempête, quand il y a de la misère, il descend dans le fond de la rivière, il se met il se protège, puis il n'y a pas de problème. La ressource saumon est dans l'eau, est dans sa nature, il n'y a pas de problème.
Bien que les travaux soient déjà avancés entre Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, plusieurs portions sont encore en évaluation et le haut de la rivière encore inexploré depuis les inondations. Voyez-vous, cette fosse-là, c'était juste les professionnels qui pouvaient y aller. OK. Parce que, vous savez, là, pour faire le lancer, là, puis pas que ta mouche prenne dans les zones, puis que ça fonctionne, là, voyez-vous, monsieur et madame, tout le monde, n'importe qui va avoir de la place à lancer. Elle devient facile. Très facile. À changer de niveau. Même le novice, là, celui qui commence, là, va pouvoir la faire, cette fosse-là. Vous savez, la rivière, là, avec ce qu'on a eu, là, elle va être à redécouvrir. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on va les revoir là. Puis c'est sûr que ça modifie un peu ce qu'on a connu, mais c'est la nature. Il faut s'ajuster à la nature. On vit avec. Oui, effectivement. Grâce à une initiative du Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, les étudiants de 4e et 5e secondaire ont pu s'initier à plusieurs expérimentations scientifiques grâce à l'aquaponie. Un reportage de Jean-Denis Laperrière de TVC-GR. L'aquaponie, qu'est-ce que c'est? L'aquaponie, c'est de l'agriculture, dans le fond. C'est de la culture de plantes, de végétaux, qui est couplée avec un élevage d'animaux aquatiques. Donc, on utilise les déjections des animaux aquatiques pour créer des nutriments que les plantes vont utiliser. Puis ça peut servir pour quel genre de culture? Là, ça saurait être quoi? En ce moment, on a un persil, donc on peut faire toutes sortes de fines herbes, mais on a aussi des laitues, des arbres à fruits, on peut faire de la tomate, etc. Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr que ce n'est pas toutes les plantes qui sont adaptées à être les racines directement dans l'eau, mais après quelques générations, souvent on est capable de faire là, des plantes qui sont beaucoup plus efficaces dans le fond, dans leur croissance, avec l'aquaponie. Puis il y a maintenant des semences exprès qui sont fabriquées là, pour l'aéroponie, l'aquaponie. Vous parlez de génération. Dans ce domaine-là, une génération, ça doit être combien de temps? Bien, ça dépend de la plante comme telle. Mais si je prends une laitue, par exemple, je peux la faire pousser pour la consommer, mais je peux aussi la faire monter en fleurs puis récupérer les graines. Donc ça, c'est une génération. Puis si je replante ces graines-là, leur génétique est un petit peu plus adaptée à être dans l'eau. Après une autre génération, je vais peut-être avoir une laitue qui ne voudra pas pousser en terre, mais va être vraiment performante directement dans l'eau. Donc une génération, ça peut être plusieurs pendant l'année? Ça dépend vraiment du plan, c'est ça. Okay. Des fois, ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir une seule graine, une seule fleur, dépendamment de l'organisme. Il y en a que ça peut être très, très rapide. Tu disais que ça ne s'applique pas à toutes les plantes? Légumes, fruits, c'est sûr que ce qui pousse directement en terre, c'est plus compliqué, comme une pomme de terre, des carottes, des betteraves, mais on a réussi à avoir quelques tubercules là, qui ont quand même poussé dans l'eau. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de l'aquaponie décuplée. Donc, avoir un aquarium ou un bassin avec des animaux et récupérer cette eau-là et puis aller arroser nos plants qui sont en terre. Là, ça, c'est un modèle à petite échelle, on pourrait dire. Est-ce que vous avez une installation à plus grande échelle? Oui, on a une serre aquaponique, dans le fond, qui est derrière l'école, où on a un beaucoup plus gros système. Là, on parle de plusieurs milliers de litres d'eau qui circulent. Donc, on a différents types de cultures. Comme on voit, celle-ci, là, c'est en radeau. Donc, la racine pend dans l'eau et va chercher ses nutriments comme ça. Mais on peut utiliser aussi des baies d'argile, des lits profonds pour des plantes qui auraient des racines plus costaudes, qui auraient besoin de plus de support. On peut avoir une grande variété là, de production. Là, on a un écrevisse, on a deux écrevisses en fait. Il y en a un qui est caché. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres espèces? Oui, normalement, l'aquaponie, ce qui est le plus connu, c'est avec des poissons. C'est sûr qu'il y a des réglementations à respecter selon la grosseur de l'élevage puis le type de poisson qu'on utilise, mais les gens pourraient avoir un tout petit aquarium à la maison, s'installer un petit radeau par-dessus leur poisson rouge puis faire de la fine herbe. Donc ça, on pourrait faire ça à domicile aussi? Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement encouragé, vu tous les soucis d'aliments qui coûtent plus cher? Puis, oui, effectivement. Puis c'est aussi, au niveau de la récupération de l'eau, c'est intéressant parce que c'est un circuit fermé.
Donc, on n'a pas toujours de l'eau neuve qui s'ajoute, la consommation d'eau est quand même réduite, et on peut produire ses propres légumes, ses propres fines herbes, quelques fruits à la maison. Il y a même des gens qui, de plus en plus, commencent à dédier un garage ou une pièce au complet avec une petite piscine, puis ils mettent du tilapia là-dedans, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités, puis il y a un engouement là, qu'on sent dans la population par rapport justement à ces enjeux-là d'autonomie alimentaire, etc. Bien, merci beaucoup. Donc, avec Véronique Dumas, vous avez mis en place un programme pour inviter les jeunes à découvrir l'aquaponie. Parlez-moi de ce programme-là. Exactement. En fait, depuis 2021, on a créé un programme avec Véronique Dumas, mais aussi avec Lisanne Guillemard-Solomon aux Îles-de-la-Madeleine, où est-ce qu'on offre dans les écoles secondaires et les polyvalentes du coin un programme où est-ce qu'on construit un système aquaponique, on l'intègre dans leur classe et puis on va le relier là, à des activités pédagogiques qui autrefois étaient vues un petit peu plus théoriques dans les cours de sciences, chimie, physique, sciences naturelles, mais que là, on vient amener vraiment une partie pratique et plus visuelle. Là. Donc, où est-ce qu'autrefois, on pouvait avoir seulement pour présenter le cycle de l'azote une feuille en noir et blanc où est-ce qu'on voyait des pêtes de vaches, des volcans et puis un cycle comme ça en entour là, de l'agriculture, bien, on vient voir là, un vrai cycle à l'état naturel où est-ce que, littéralement, on vient nourrir une écrevisse et qu'on va avoir des transformations chimiques qui vont permettre d'imager et rendre plus pratique la compréhension du cycle de l'azote et, entre autres, là, parce qu'on peut faire beaucoup d'autres aussi démonstrations avec ce type de système-là. Vous avez nommé plusieurs cours de sciences. Est-ce que c'est parce que ça vient toucher à tous ces domaines-là? C'est vraiment un sujet multidisciplinaire où est-ce qu'on peut venir voir à la fois des mathématiques, de l'ingénierie, des sciences, de la botanique, un peu tout. Comme vous le voyez, là, il y a des tuyaux, il y a des pompes, il y a aussi des organismes vivants, que ce soit animal et puis végétal, sans parler de toutes les données qu'on peut aller analyser là, dans l'eau qui peuvent venir là, étoffer nos activités. C'est quoi l'avenir du programme? En fait, cette année, on a augmenté de 2 écoles à 3 écoles. L'année passée, dans sa première mouture, on était seulement à la polyvalente des îles et puis l'école de Grande-Rivière. On a rajouté là, la polyvalente de Chandler. Et puis, ce qu'on croit là, qu'on aimerait faire dans les prochaines années, c'est se concentrer sur ces 3 écoles-là pour l'instant, mais étaler un petit peu nos activités, ouvrir l'offre aux autres niveaux scolaires, essayer de toucher plus de groupes à l'école et qui sait, dans les prochaines années, peut-être aller voir d'autres types d'écoles, que ce soit l'établissement primaire ou même professionnel, où est-ce qu'on pourrait sûrement adapter les activités là, à la clientèle. C'est quoi la raison d'avoir ciblé uniquement secondaire 4 et 5 en ce moment? On a commencé avec le secondaire parce que pour nous, c'est une clientèle assez naturelle. On est au cégep, secondaire 4-5, c'est assez proche de nos groupes. Ça nous permettait aussi de faire des activités qui, en même temps, pouvaient faire de la promotion pour le cégep, potentiellement là, faciliter la transition secondaire-cégep. Et puis ben, maintenant, l'engouement est tellement là. Et puis les enseignants en veulent plus. Donc, on est prêt à ouvrir aussi l'offre vers les autres niveaux. J'imagine que ça peut amener aussi des jeunes qui participent au programme à découvrir d'autres métiers et peut-être faire ces métiers-là. Exact. C'est vraiment là, amener un petit peu d'ouverture, leur montrer d'autres techniques, peut-être des choses qu'ils n'avaient pas encore pensées. C'est une introduction aux sciences aussi qui peut éveiller là, la piqûre chez certains des étudiants. Est-ce que vous avez des commanditaires pour vous aider dans ce projet-là? Je vous parlais d'un engouement là, de la clientèle étudiante puis des enseignants, mais on a aussi vu un engouement dans le milieu parce que les commanditaires, là, on en a environ une dizaine sur le projet, que ce soit la Caisse des jardins, des donateurs privés, on a l'école, on a aussi les villes qui sont embarquées dans le projet, donc la ville de Grande-Rivière, on a la municipalité aux Îles-de-la-Madeleine, on a la MRC du Rocher-Percé qui est venue contribuer aussi, le gouvernement du Québec, Mérinov et même le club aquaponique de l'EPAC, le Serre-la-Pince. Bien, merci beaucoup. Vous écoutez Dans notre communauté. Vous avez peut-être remarqué pendant ce mois de mai certains de vos voisins qui ont arrêté de tondre leur pelouse et qui ont laissé pousser les pissenlits. Il s'agit d'un acte volontaire pour protéger les abeilles. Un reportage de Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable.
Le défi Pissenlit est un mouvement qui a pour but de sensibiliser la population à l'apport vital des abeilles et des insectes pollinisateurs à la société. Initié en 2021 par l'entreprise Miel et compagnie, le défi invite les Québécoises et les Québécoises à retarder la tonte de leur gazon de quelques jours à 2 semaines, afin d'offrir aux pollinisateurs nectar et pollen de fleurs de pissenlit. Cette année, la ville de Princeville a décidé de participer au défi. Pour la 3e édition du défi Pissenlit, Princeville s'engage à ne pas faire d'application de pesticides sur certains terrains et à démontrer comment elle a contribué à la protection des insectes pollinisateurs autres que par le défi. Le défi Pissenlit a été créé au Québec par Christina Fortin-Ménard et David Lee Desrochers, propriétaires de Miel et compagnie, une ferme de production de miel qui s'engage à pratiquer l'apiculture synergique. Il s'agit d'un mode d'exploitation du miel pour maintenir la harmonie entre l'abeille, les plantes et le bien-être de leurs clients. Située à Port-Neuf, Québec, l'entreprise offre des produits naturels à base de miel. Pour commencer, nous allons discuter avec l'initiateur du mouvement, M. David Lee Desrochers, par vidéoconférence pour nous expliquer les raisons de la création du défi Pissenlit. Bonjour David. Bonjour. En quoi consiste le projet et comment est née l'idée de le créer? Oui, ben en fait, le défi Pissenlit a été lancé en 2019. Donc, on avait beaucoup là, de messages qui venaient de nos clients, de la population, qui voulaient en fait venir en aide aux insectes pollinisateurs, aux abeilles. Et puis, les gens cherchaient toujours là, des façons très, très, très compliquées là, de pouvoir les aider. Et puis, nous, de notre côté, on remarquait qu'au printemps, on avait une floraison abondante de pissenlit. Et donc, qui est la première source de nectar en abondance et de pollen là, au Québec. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, apporter la solution très, très simple là, à nos clients, à la population, donc en les conscientisant, en retardant donc la tonte de la pelouse, dépendamment des régions, là, mais qui s'étalent généralement au courant du mois de mai. Et donc, le but, en fait, du défi Pissenlit est pas de retarder la tonte tout le mois de mai, mais seulement là, de quelques jours à 1 à 2 semaines environ suite à l'émergence de ces précieuses fleurs. Fait que ce que ça permet, ben, c'est de vraiment offrir un garde-manger complet là, pour les insectes pollinisateurs et aussi là, les abeilles domestiques. Parfait. Et on va parler un peu de les abeilles. Pourquoi sont si importants pour l'environnement et pour la vie humaine? Oui, donc en fait, là, la pollinisation, là, c'est 35% de notre garde-manger. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les fruits, on a 35% de notre assiette là, qui dépendent de la pollinisation directe. Donc, souvent, on va retrouver là, les fruits et les légumes. Et aussi l'abeille, en fait, c'est la sentinelle de l'environnement. Ce que ça veut dire, c'est que selon l'état de santé des colonies, bien, on peut voir aussi là, la santé de l'environnement autour. Donc, c'est pourquoi là, que c'est si important. À quels endroits au Québec est plus développé le projet de défi Pissenlit? Oui, ben en fait, c'est vraiment partout au Québec. Je dirais qu'il y a une grande concentration qui va être dans le coin de la Montérégie. Le pourquoi est simple, c'est que le bassin de population est beaucoup plus élevé. Donc, c'est sûr, Montérégie et même Outaouais, là, où on retrouve beaucoup de participants. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut se rendre là, sur le défipissenlit.com et puis s'inscrire aussi comme participant, puis on va avoir une petite fleur de pissenlit qui va être affichée. Donc, de cette façon-là, là, on peut voir super rapidement et facilement là, la répartition des participants pour cette année. Et quels ont été les objectifs les plus significatifs atteints de ce projet? Oui, ben en fait, le projet à la base est vraiment de conscientiser les gens sur l'importance des insectes pollinisateurs et de la biodiversité. Donc c'est pourquoi qu'on a commencé avec le défi Pissenlit. Mais on va dire le but du projet est vraiment, là, c'est ça, d'amener cette conscience-là au niveau de la population et que on puisse installer là, des îlots millefères, des éco-pelouses, donc vraiment là, de pouvoir pousser en fait le concept, donc l'importance de la biodiversité à l'année. Pour les jeunes, quelles sont les actions que vous voulez que les jeunes prennent pour soin des abeilles et de l'environnement? Oui, ben comme on disait, donc on a vraiment là, de retarder en fait la tonte. C'est sûr que
c'est la première action là, qui est très, très simple. Mais par la suite, via justement défipissenlit.com, on a une full d'informations au niveau des semences qu'on peut se procurer. Donc, pour aider les insectes pollinisateurs, de pouvoir justement faire soit des arrangements floraux, les éco-pelouses. Donc, ça veut dire qu'on peut semer, exemple, un trèfle, un petit thym. Quel produit alimentaire est lié à la santé et provient des abeilles? Oui, donc tout ce qui dépend de la pollinisation, là, il y en a énormément, mais rapidement, on peut avoir le café, le cacao, on a tout ce qui est les petits fruits au Québec, donc fraises, framboises, bleuets. On a la canneberge aussi, tout ce qui est les curcubitacées, donc on parle là-dedans des courges, on a les concombres, donc vraiment les tomates. Donc presque tout ce qu'on peut penser rapidement au niveau des fruits et légumes dépend là, vraiment de la pollinisation. Si nous n'agissons pas maintenant pour prendre soin des abeilles, comment l'environnement et les gens seront affectés? Oui, on en revient souvent encore là, aux 35% là, qui dépendent de la pollinisation, mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, là, pour avoir une alimentation équilibrée, pour avoir aussi une diversité florale, en fait, la pollinisation, c'est l'élément là, central, le cœur de tout ça. Donc, c'est pour ça l'importance aussi là, des abeilles, mais des insectes pollinisateurs. Parfait, Monsieur David. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Bye bye. Maintenant, nous apportons les points de vue locaux dans la région de l'érable. En particulier, nous allons apprendre comment la ville de Princeville s'engage à participer. Nous recevons en studio M. Sébastien Gingras, directeur de communication et de relations avec les citoyens de Princeville, pour nous expliquer ce que la ville fait pour protéger les abeilles, les insectes pollinisateurs et la nature. Et Sébastien, bonjour. Bonjour. Sébastien, quand est-ce qu'a commencé le défi ici à Princeville? OK. Il faut préciser, nous, c'est la première année qu'on se joint officiellement au défi Pissenlit. Mais ça ne veut pas dire qu'on faisait absolument rien de notre côté dans les années précédentes. Au contraire, on avait déjà, en 2019, adopté un règlement sur l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais. Ça, je me dois de faire une précision, c'est qu'en fait, c'est la ville de Plessisville qui a été le leader dans ce dossier-là, parce que puis la ville de Plessisville avait une telle réglementation depuis 2006. Et en fait, quand est venu le temps de faire une refonte, de réviser cette réglementation-là, la ville de Plessisville a sollicité Princeville et Victoriaville pour finalement qu'on adopte les trois villes ensemble la même réglementation. Ce qui facilite, entre autres, beaucoup le travail des entreprises qui sont chargées de l'entretien, entre autres des aménagements paysagers et tout. Comme le territoire, on est quand même à proximité, les trois villes, d'avoir la même réglementation, c'est vraiment plus simple aussi. On simplifie la vie, beaucoup des entrepreneurs. Puis, ça démontre aussi, je pense, une belle solidarité aussi sur le plan environnemental. Donc, c'est sûr, nous, il y a eu, je mentionnais l'adoption de la réglementation 2019. D'autres exemples concrets, dans nos aménagements paysagers à la ville de Princeville, on a planté des arbres fruitiers, beaucoup de fleurs aussi, bref, pour faciliter, si on veut, pour attirer les pollinisateurs et les abeilles. Également, l'an dernier, on avait participé comme ça, on pourrait dire de façon officieuse, sans vraiment être dans le défi pissenlit, mais on avait laissé pousser au mois de mai 2022 les pissenlits dans nos plates-bandes, autant au parc multisport que dans les autres parcs municipaux. Donc, on avait déjà fait ce travail-là l'an dernier, puis on avait commencé aussi l'an dernier à faire de la sensibilisation auprès de la population. Aussi, on avait invité les gens à faire de même aussi sur leur propriété. Et Sébastien, merci beaucoup pour votre présence ici. Ça fait un plaisir. Saviez-vous que les bateaux d'un certain tonnage qui rentrent sur le fleuve Saint-Laurent doivent obligatoirement être pilotés par un capitaine spécialisé? Retour sur la conférence du pilote Carl Sarrazin, qui nous en a appris beaucoup sur la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Un reportage d'Aubert Tremblay de CJSR. Chaque
pays, chaque entité a ses propres pilotes, partout dans le monde. La rivière Mississippi a ses propres pilotes. Le Fort Lauderdale, je ne sais pas si vous allez en Floride des fois, bon, mais les bateaux de croisière qui accostent à Fort Lauderdale, c'est des pilotes qui embarquent à bord qui font la manœuvre. La conférence du capitaine Carl Sarrazin a permis d'en apprendre beaucoup sur la navigation dans le fleuve Saint-Laurent. D'abord, que tous les bateaux d'un certain tonnage qui entrent dans le fleuve doivent obligatoirement être pilotés par un capitaine spécialisé. Quand ils arrivent aux Escoumins, par exemple, ils sont pris en charge par un membre de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, dont fait partie Carl Sarrazin. Moi, quand j'embarque à bord, j'ai la responsabilité de la navigation. Donc, j'embarque à bord, c'est moi qui ai le contrôle du navire, qu'est-ce qu'on va faire pour la navigation. Je n'ai pas le contrôle du navire sur son cargo, je n'ai pas le contrôle du navire sur la sécurité à bord, mais sur la navigation, c'est moi qui va décider, on passe là, on fait ça, il faut ralentir, il faut accélérer, c'est moi qui le dis. Sa corporation est responsable de la navigation de la section du fleuve qui va des Escoumins jusqu'à Québec et dans le Saguenay. Entre Québec et Montréal, c'est une autre corporation qui prend le relais, parce que les conditions de navigation sont bien différentes. En fait, en haut, c'est plus les niveaux d'eau, en fait, à Montréal, mettons, là. Bien, comment il y a d'eau à Montréal au-dessus du niveau de la mer, là, zéro des cartes qu'on appelle, là. Si, mettons, les rivières, ben, comme de ce temps-ci, là, il pleut beaucoup, le niveau d'eau va être plus élevé, donc les navires peuvent charger plus, parce qu'ils sont permis d'être plus. Tandis que nous autres, c'est vraiment juste la marée qui nous influence. Mais cette influence peut être critique. En aval de l'île d'Orléans, il y a une zone que les gros navires ne peuvent traverser qu'à marée haute. Rentrer dans le chenal, on a ces 16,5 milles à peu près là, de long, la traverse. Fait qu'il faut s'arranger pour que ça monte. Quand ça commence à monter, on puisse rentrer, mais il faut être sorti quand ça commence à rebaisser. L'embarquement des pilotes n'est pas toujours une partie de plaisir. Fait que quand il est à l'aise, le bateau est beaucoup sorti de l'eau, puis là, il faut monter. Là. Fait qu'on a l'échelle de pilote. On a une échelle de pilote comme à la bonne vieille école, là. L'échelle de pilote. Puis après ça, on a un gangway, une passerelle, qu'on monte là-dessus. Si vous pensez que les pilotes naviguent toujours aux instruments, détrompez-vous. Par beau temps, ils utilisent de bons vieux repères visuels, même la nuit. La lumière bleue, c'est le devant de mon bateau. La lumière blanche, c'est des alignements. C'est deux lumières qui m'aident à me pointer. On utilise beaucoup l'église des éboulements. On voit très bien l'église avec l'éboulement, avec le quai. Le phare qu'on a vu qui était blanche avec le quai de Saint-Bernard. La carrière est exigeante. Carl Sarrazin a mis 20 ans d'apprentissage pour devenir pilote, ce qui est un parcours normal. Donc, j'ai commencé mes études en 97 au cégep et j'ai été pilote classe A pour tout faire les bateaux en 2017. Grosso modo, là, l'examen final là, pour devenir pilote, là, on est dans une classe comme ça. Là, ils nous donnent une feuille blanche, grande comme ça. Puis là, ils nous disent, bon, bien, ça, c'est Saint-François de l'île d'Orléans. Dans le milieu, une feuille blanche, là. Il faut dessiner à l'échelle tout ce qui est alentour. Donc, les bouées, la côte, les feux de navigation, là, les lighthouses, hein, les phares, les courants, il faut décider les profondeurs de 10 mètres, profondeur de 15 mètres, tout à l'échelle. C'est vraiment à l'échelle. Fait que c'est beaucoup d'études. Puis ça, c'est la première journée avec questions vraies ou faux, puis des questions ordinaires. Puis la deuxième journée, on est encore dans une classe ici, comme ça ici, mais il y a 3 pilotes, une personne de l'APL, de l'Administration de pilotage des Laurentides, et une personne de Transport Canada. Puis là, pendant 6-7 heures, là, ils vont te demander des questions. Fait qu'ils vont te poser des questions, tu réponds. Puis là, tu as un whiteboard. Puis là, tu réponds à des questions, tu dessines toute la journée. Ils te posent des questions, tu redessines, ils posent des questions. Fait qu'on s'en va là, on fait ça, il arrive tel manque de moteur. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bien, je vais aller à l'ancre à telle place. OK. L'ancre à telle place, c'est quelle distance tu vas être de terre pour ton ancrage? Toute la journée comme ça, là. Mais malgré toutes ces exigences, visiblement, le capitaine Carl Sarrazin ne regrette pas du tout son choix de carrière. Voyage à Saguenay, c'est comme des bonus parce qu'on aime ça. C'est tellement beau, tu vas dehors. On appelle ça des wings, là. Tu as la timonerie, puis tu as des places à l'extérieur, tu peux aller dehors. Là. On va manœuvrer là, mais on peut aller, quand on ne manœuvre pas, on peut quand même y aller. Là.
Fait que quand tu vas là puis tu sens l'air pur là, des montagnes, puis tout, là. J'aime ça, on adore ça. Aubert Tremblay pour CJSR. Et si l'on demeurait un petit peu plus longtemps sur le magnifique sujet de la navigation? Pour ce faire, on a pensé revenir sur un reportage qui a été réalisé par TCBH à l'automne dernier, alors que le Nao Trinidad faisait halte à Rimouski pour un court séjour. On vous présente le reportage. Du 22 au 25 septembre, le Nao Trinidad jetait l'ancre au port de Rimouski. Cette activité était présentée par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la Fondation Nao Victoria et la Société de promotion économique de Rimouski. Les gens pouvaient admirer la fabuleuse réplique du vaisseau amiral de Magellan et d'Elcano, ayant fait le tout premier tour du monde entre 1519 et 1522. Une partie des fonds amassés par la vente des billets était remise à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Le Nao Trinidad était le vaisseau amiral de l'expédition Magellan-Elcano, menant la première navigation autour du monde entre 1519 et 1522, ce qui fut le plus grand exploit maritime de l'histoire. Une expédition qui a fait le tour du monde pour la première fois, ouvrant de nouvelles routes, reliant les continents et les océans, et apprenant à connaître les peuples et les cultures qui ont habité les terres qu'ils ont touchées au cours de leur immense voyage. Par exemple, le Brésil, l'Argentine, les îles Mariannes, les îles Philippines, l'Indonésie, le Brunei et le Timor. Il partit de Séville en Espagne le 10 août 1519 à la tête d'une flotte de 5 navires qui, suivant ses indications, traversa l'Atlantique, navigua le long des côtes d'Amérique du Sud, découvrit le détroit de Magellan et traversa l'océan Pacifique pour la première fois d'histoire. Ils atteignirent les îles Mariannes, les Philippines, les Moluques, où le destin du flagship Trinidad allait changer. Après plus de 2 ans en mer et avec la fatigue de parcourir des milliers de milles nautiques, le Trinidad a subi une énorme fuite dans sa coque. Cela a empêché son retour en Espagne depuis les Moluques avec le seul autre navire survivant de l'expédition, son compagnon, le Victoria. Ce dernier est rentré chez lui, complétant le tout premier tour du monde à la voile quelques mois plus tard. Pendant ce temps, le Trinidad a été impliqué dans l'incident le plus difficile du voyage. Une fois les dommages réparés, il a tenté de retourner en Espagne en naviguant vers l'est avec 54 hommes à son bord, mais a été vaincu par de forts vents contraires et des courants. Il a été contraint de naviguer vers le nord jusqu'à ce qu'il atteigne le 42e parallèle nord lorsqu'une violente tempête a failli causer son naufrage. Le froid, la faim, la soif et le scorbut frappent impitoyablement le navire et ses hommes. Abandonnant, le navire retourna aux Moluques après 6 mois de souffrance et de combat contre la mer, avec seulement 17 survivants. Là, les Portugais les attendaient. Ils ont capturé l'équipage et abandonné le navire battu dans ses eaux, où, épuisé et endommagé, il a trouvé sa fin.
Revenons au Nao Trinidad de notre époque. La construction du navire a été réalisée en respectant ses formes et ses détails avec une rigueur historique, en appliquant un système innovant et révolutionnaire dans le secteur de la construction navale de répliques historiques de ses caractéristiques, combinant la construction en fibre de verre et son revêtement en bois. Les travaux ont duré environ 14 mois et le lancement a eu lieu le 11 mars 2018. Tout comme l'original, la réplique du Trinidad possède 3 mâts et un beaupré. La hauteur du mât principal est de près de 82 pieds de la ligne de flottaison. Nous estimons qu'environ 1589 pieds cubes de bois d'Iroko ont été utilisés pour la construction. C'est un bois tropical d'une grande durabilité et très résistant aux différents agents climatiques et météorologiques. Au cours de l'année 2022, la réplique du Trinidad a traversé l'océan Atlantique pour visiter la côte est nord-américaine jusqu'au Grand Lac pour redescendre jusqu'à Porto Rico. La journée était divisée en 6 gardes de 4 heures, au cours desquelles l'équipage se répartissait les travaux de navigation, les tâches de maintenance et d'autres de la vie à bord du navire. Chaque garde était sous la supervision de l'un des officiers du navire pilote, maître et contremaître, avec un tiers des marins et mousses. Le grand défi des navigations dans les océans était de pouvoir calculer la position des navires en mer, suivre le cap tracé et éviter les dangers en se rapprochant des côtes inconnues. La boussole, le cadran, l'astrolabe, le sablier, la ligne de sonde et le loch, tels étaient les instruments de navigation utilisés par les pilotes des galions espagnols. En ce qui concerne les repas, les marins les préparaient sur des petits feux sur le pont, et le tout était d'une base composée de biscuits salés, de légumes, de viande, de noix et d'autres fruits secs, de vinaigre et de vin. Les conditions difficiles de navigation ne laissaient guère de temps à la détente, qui était interrompue par n'importe quelle manœuvre qui nécessitait l'aide de tous les hommes au niveau des gréements et des voiles. En mer, jouer, discuter et lire, pour ceux qui savaient, étaient les seules distractions possibles. Malgré l'interdiction expresse des jeux à bord, les cartes à jouer et dés circulaient sur le pont sans toutefois le cacher. Les hommes misaient leurs caleçons, leur argent et leurs armes. Je crois que personne à l'avenir n'osera s'embarquer dans un tel voyage. L'eau que nous étions obligés de boire était tout aussi putride et nauséabonde. Pour ne pas mourir de faim, nous en sommes arrivés à manger des morceaux de cuir qui recouvraient le grand mât pour éviter que le bois n'use les cordages. Nous avons navigué pendant 3 mois et 22 jours sans nourriture fraîche touchant nos lèvres. Le gâteau que nous mangions n'était plus du pain, mais plutôt une poudre mélangée à des asticots qui avaient dévoré toute la substance et qui avaient une puanteur insupportable d'avoir été imbibés d'urine de rat. Cependant, le plus grand malheur de tous a été que certains hommes ont trouvé leurs gencives enflammées à un point tel qu'ils n'ont pas pu manger et sont morts. 19 de nos hommes sont morts de cette maladie. Ils supplièrent le capitaine Magellan de les sauver de ce malheur, de retourner là où l'hiver n'était pas si rude, et qu'il lui suffise et le satisfasse d'être arrivé là où ni l'audace ni la témérité d'aucun mortel n'avaient jamais osé aller.
On connaît bien les associations touristiques régionales et Québec Maritime est une autre instance de mise en valeur des attraits touristiques et des entreprises des différentes régions du Québec. Marc Després est allé à la rencontre de Nathalie Blouin pour en savoir davantage. Alors, Madame Blouin, donc on connaît les ATR ici au Bas-Saint-Laurent, il y a en Gaspésie, mais on ne connaît pas beaucoup Québec Maritime, c'est quoi? Effectivement, dans le fond, le Québec maritime, c'est le regroupement de 4 régions touristiques, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine et la Côte-Nord. Ces régions-là, il y a 25 ans, se sont regroupées en se disant comment on ferait pour percer les marchés hors Québec, qu'on soit plus fort sur ces marchés-là, avec plus de budget aussi, parce que plus on est loin des marchés, plus ça coûte cher. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ont eu la maturité de se regrouper pour dire, bien, l'union fait la force, donc on va être plus fort pour amener de la clientèle hors Québec dans nos 4 magnifiques régions qui sont unies par le fleuve. Hein, c'est ça, le Québec maritime, c'est le nom de notre organisation. On porte ce nom-là parce qu'on est unis par le Saint-Laurent, donc de là, le Québec maritime. Donc, on parle peut-être plus de tourisme international? On parle de tourisme international, mais aussi de hors Québec. Et je vous dirais qu'avec la pandémie, on a vraiment accentué nos efforts sur le marché de proximité. Donc, le marché ontarien qu'on avait déjà commencé à développer pour la motoneige, pour les saisons estivales, pour l'automne. Mais la pandémie a fait en sorte qu'on a dû réajuster nos stratégies, attirer plus de clientèle de proximité. Donc, le marché du reste du Canada était un marché qui était très, très porteur avec le marché québécois pour pouvoir faire face à la pandémie. Et ça continue d'être un marché qui est important pour nous parce qu'on a encore les répercussions, malheureusement, de la pandémie. Il y a moins de vols internationaux. Il y a encore un défi à ce niveau-là. Donc, on continue à développer le marché de l'Ontario. Tourisme Gaspésie et Bas-Saint-Laurent couvrent les maritimes. Et l'Europe francophone, c'est un marché qui est extrêmement important aussi pour nos entreprises. Donc, ça amène une certaine concertation, quoi. Tout à fait. C'est une concertation de 4 régions, de 180 entreprises qui s'intéressent au marché hors Québec, qui le développent avec nous. Il y a un mandat aussi d'accompagnement des entreprises. Nous, on est là pour être des conseillers. Donc, quand une entreprise veut développer ce marché-là, on les accompagne, on leur donne des conseils comment attirer les clientèles hors Québec. Est-ce qu'ils sont prêts à les attirer? Est-ce qu'ils veulent travailler avec le réseau de distribution des voyages, qui est fort important pour le marché hors Québec? On les incite à participer à nos campagnes aussi, des campagnes consommateurs, parce qu'on fait des campagnes consommateurs au niveau du marché de l'Ontario et de la France également. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut les aider aussi pour prolonger la saison touristique, être plus 4 saisons? Oui, vraiment. C'est vraiment comme les associations touristiques. On a refait récemment notre stratégie marketing et je vous dirais que le message vraiment clair de nos entreprises, c'est qu'ils souhaitent que le Québec maritime continue à travailler l'automne, l'hiver. On a fait des gains extrêmement importants au niveau de la clientèle européenne à l'automne. C'est ce qu'on veut continuer parce qu'on s'aperçoit que les Européens adorent voyager en septembre-octobre. C'est souvent ce qui nous permet d'allonger nos saisons, d'ouvrir nos commerces plus longtemps. Donc, effectivement, c'est partie prenante de notre stratégie marketing, l'allongement de la saison, qu'on fait en concertation avec nos entreprises, nos ATR, nos partenaires majeurs, Parc Canada, CEPAC, Développement économique Canada. Donc, c'est extrêmement important dans notre stratégie. Donc, si certains n'aiment pas nécessairement l'hiver devient peut-être un atout, un attrait même. Oui, ben en fait, les clientèles hivernales... Oui, bien, la clientèle hivernale, je vous dirais, peut-être un petit peu plus nichée, un petit peu plus ciblée. On a les motoneigistes, les gens qui vont venir faire du ski dans les chic-chocs. Mais on sent quand même l'émergence du produit hiver dans toutes nos régions du Québec maritime, les sports de vent. Donc, c'est ça, mais c'est certain que c'est un petit peu plus niché. Ce ne sera pas les mêmes volumes qu'on va aller chercher printemps, été, automne, mais quand même, il y a vraiment un potentiel à faire découvrir notre hiver dans les régions du Québec maritime, ça, c'est certain. Et votre aide, est-ce qu'elle est strictement envers les attraits touristiques ou ça peut aller aussi vers la restauration? C'est avoir un produit complet. Oui, tout à fait. Nos partenaires, nos entreprises qui sont associées à notre programme de commercialisation internationale sont des établissements d'hébergement, des restaurateurs, des attraits touristiques, des activités de plein air. On a vraiment
en fait, les intervenants qui se sentent prêts à être commercialisés sur ces marchés-là, qui veulent développer une clientèle, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça prend vraiment, pour avoir un succès, il faut vraiment avoir une combinaison d'intra-Québec et de clientèle hors Québec. C'est ce qui fait qu'on va avoir du succès au niveau de notre taux d'occupation ou notre fréquentation des attraits touristiques. Et c'est sûr que pendant la pandémie, on a connu une forte croissance au niveau de notre clientèle québécoise, mais on sent en ce moment que notre clientèle québécoise va commencer à aller sur les plages du Maine, vont commencer à aller au Nouveau-Brunswick. Donc, on va voir... Tu sais, c'est important de se diversifier et c'est ce que le Québec maritime veut, c'est que nos entreprises soient prospères, qu'ils se diversifient et puis quand la clientèle québécoise elle va toujours être là parce que ça a toujours été la plus grande proportion de nos clientèles, mais ça vient bonifier notre achalandage. Puis aussi, souvent, c'est que c'est des clients qui ne seront pas à la merci de la météo. Ils vont avoir réservé d'avance. On a aussi dans des statistiques de Tourisme Québec que ces clients-là dépensent plus que la clientèle québécoise, laisse plus de retombées chez nous. Donc, c'est une clientèle qui est extrêmement intéressante à aller combiner avec la clientèle québécoise pour vraiment la prospérité de notre industrie touristique. Et est-ce que de plus en plus notre offre se diversifie et devient de plus en plus intéressante? Tellement. On regarde tous les programmes que nos associations touristiques gèrent en collaboration avec Tourisme Québec, les programmes de développement de l'offre. On voit une émergence de produits sur notre territoire à tous les niveaux. L'offre culinaire, hein, les distilleries, les microbrasseries, ce qui rend l'offre tellement intéressante, le développement des attraits touristiques, l'amélioration de nos unités d'hébergement. Donc, tous ces programmes-là qui ont été mis en place par Tourisme Québec bonifient vraiment l'offre. Puis ça fait en sorte qu'on a une destination de calibre international. Et c'est ce que les gens recherchent. Et si des gens ont des questions, vous les dirigez vers les ATR ou on appelle Québec Maritime quand même? En fait, nous, on envoie de la documentation. Principalement, essentiellement, tout se passe maintenant par le numérique. Hein. Nos campagnes sont numériques. Souvent, les gens peuvent télécharger les brochures sur notre site Web. On envoie encore de la documentation par la poste, mais effectivement, les informations touristiques, c'est dirigé vers les associations touristiques régionales qui ont vraiment des postes d'accueil ou même un service de renseignement touristique. Donc, habituellement, on se souhaite un bel été, mais dans notre cas, on pourrait se dire un bon 4 saisons. Un bon 4 saisons, oui. On veut vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts, toutes les saisons. C'est vraiment le souhait qu'on a. Puis on travaille fort en ce sens-là, à développer des contenus. On développe beaucoup d'articles de blog. C'est ce qui génère d'ailleurs le plus de trafic sur notre site Internet. Donc oui, on peut se souhaiter un bon 4 saisons. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Musée de la Gaspésie s'est refait une beauté et Marc Bert en parle avec Martin Roussy, directeur général du musée, qui nous parle de sa nouvelle campagne d'adhésion 2023. Bonjour Martin, comment vas-tu? Très bien, toi-même? Très très bien, merci. Bon là, ça fait déjà presque quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. On voulait faire un peu une mise à jour, un peu des dossiers du musée, entre guillemets, là, je me disais ça. Je sais que vous avez démarré la campagne d'adhésion déjà 2023. Comme la question simple déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait adhérer au musée? D'abord, si vous avez envie de passer du bon temps et que vous avez jamais mis les pieds au musée ou que ça fait longtemps que vous êtes venu au musée, c'est une bonne occasion de recréer le lien. En plus, ça coûte pas grand-chose, hein, c'est 10 $ pour être membre. En fait, on a décidé de démocratiser un peu l'accès au musée parce que la carte de membre avant était 35 $. Donc on l'a ramené vraiment à un prix très populaire, justement pour que ce soit plus facile pour les gens de dire oui à cette invitation-là. Puis ça offre plein de privilèges. D'abord, la possibilité à l'année, à tout moment, le nombre de fois que vous voulez de venir voir nos expositions, de participer à nos activités gratuitement. Si vous passez par la boutique, il y a un petit rabais de 10% qui s'applique sur les achats et plein d'autres privilèges comme ça. Alors, pour 10 $, c'est comme ça, on se dirait pourquoi pas. Et les gens qui voudraient justement adhérer, on peut le faire, j'imagine, en allant sur place, c'est ça? Oui, en fait, sur place ou même en allant visiter le site web du Musée de la Gaspésie.
Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de le prix que vous avez reçu. Là, il y a l'Association des musées canadiens qui vous a décerné le prix d'excellence pour la catégorie Exposition 2023 pour l'exposition permanente à la confluence des mondes. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds au musée, avant qu'on parle du prix, est-ce que tu voudrais nous faire un petit résumé de c'est quoi cette exposition? Ben, l'exposition, c'est une exposition chronologique, c'est-à-dire que on inscrit l'histoire de la Gaspésie avec le début de la vie sur Terre. Alors, on remonte là, il y a plusieurs milliards d'années, et on fait le chemin jusqu'à la Gaspésie d'aujourd'hui. C'est un défi en soi parce que, bon, on a un espace restreint pour raconter tout ça. Mais ce qu'on voulait faire par cette démonstration-là, c'est de parler de la Gaspésie, non pas comme un bout du monde éloigné des terres pendant longtemps, presque isolé. On voulait au contraire dire, ben non, parce que chez nous, notre histoire est riche depuis longtemps, ne serait-ce que par la connexion avec le monde par la mer, par la voie maritime. Et de ce fait-là, d'inscrire la Gaspésie dans la grande histoire du monde, ne serait-ce que en évoquant Épilstostège, le fameux poisson qui s'est retrouvé à marcher, faire ses premiers pas sur Terre. À Miguacha, on a les fossiles pour en témoigner. Donc, on s'inscrit dans cette grande histoire-là et ça veut dire qu'il y a et la petite histoire et la grande histoire qui s'entremêlent et surtout quand on pense à plusieurs moments importants, entre autres comme celui des pêches, évidemment, avec la morue qui était plus cher que l'or à l'époque et qui nous a rattachés au reste du monde avec un commerce international qui a débuté très tôt chez nous. D'accord. Alors, c'est ça qu'on raconte. Oui. Et de façon, évidemment, ça, c'est un peu le fil conducteur, mais évidemment, la façon de le raconter avec des outils technologiques qui sont de plus en plus à notre portée et qu'on a, je pense, bien intégrés pour raconter cette histoire-là, ben, ça fait en sorte que c'est loin d'être banal, c'est très amusant, c'est même divertissant de faire le voyage de cette grande histoire de la Gaspésie. Oui, parce que cette exposition a aussi son histoire propre à elle, dans le sens où il a fallu la penser, l'imaginer, la créer et la mettre en place. Donc, est-ce que ce prix, j'imagine qu'il est mérité pour vous autres? Ben, je dirais pas non, hein? Mais on le mérite, mais on est surpris parce que on avait la prétention qu'on avait un projet de très haute qualité dans les mains. Et on s'est dit, pourquoi pas le déposer justement à l'Association des musées canadiens pour voir si les autres à travers le pays pensent la même chose que nous. Puis c'est une grande surprise de se faire dire oui, surtout quand on est en région comme nous, d'être considéré sur un plan national. Ça nous confirme qu'on fait un bon travail. Ça nous confirme aussi que le niveau de professionnalisme au musée est très élevé. Et c'est une centaine de personnes sur une période d'à peu près 5 ans qui ont travaillé pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est pas banal. Ben, merci beaucoup, Martin, pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Le Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny présentera une exposition de Richard Langevin pendant toute la saison estivale. Daniel Yvon de CTRB l'a rencontré. Le titre de votre exposition, c'est Continuum. Ça veut dire on continue pour vous? Ça veut dire on continue, mais on tient compte de ce qu'on a fait avant. C'est un peu ça, plutôt que rétrospective. Je trouvais que rétrospective, c'est comme un mot, c'est comme retraite aussi. Là. Oui, vous n'êtes pas prêt pour la retraite. Non, ça n'a pas de l'air comme... Ben, dans le monde de la culture et art, là, on est... la retraite, on dirait, c'est fait dans un monde organisé. Puis vu qu'on est un peu à part dans nos organisations puis nos corporations et tout, donc c'est en continuité. On continue des choses qu'on avait commencées. C'est un peu ça, le continuum. Je parle de ce que j'aime faire, de ce que j'aimais faire. J'essaie de me rappeler
des choses que j'avais fait puis que des fois qu'on oublie, comme dans la vie, comme en général. Mais on recense tout ça, puis là, on recrée à partir de ce qu'on faisait, puis on en fait du nouveau aussi. Donc, Continuum, c'était pour éviter de faire juste une rétrospective. Et donc, c'est d'être aussi actuel, puis de voir aujourd'hui qu'est-ce que ça donne. Comme la sculpture Les Belugas, qui est moi, ce que j'aime faire, c'est des installations plutôt que des sculptures. C'est des environnements comme ça, plus théâtral un peu, avec des éclairages, tout ça, pour qu'on puisse vivre un moment aussi. Donc, les Belugas, c'était des choses que je faisais, j'avais déjà fait dans une galerie, je l'avais fait en petite partie. Mais là, j'ai complété ça, là, ils partent dans les airs. Donc, je fais augmenter un peu ce que j'avais déjà fait. Avec le travail aussi, avec le bois, c'est un hommage aux draveurs, aux bûcherons, tout ça. Donc, ça, je continue de cet aspect-là parce que je pense qu'on a un hommage à faire. On le doit beaucoup à nos pionniers puis à tous ceux qui ont travaillé les forêts. Parce que si on est ici, c'est parce qu'au départ, il y avait cette richesse naturelle-là qui était exploitée, tout ça, mais par des gens d'ici aussi, par nos travailleurs qui ont développé les villages, les villes, tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de... Même moi, qui viens du Saguenay, je ne serais pas ici ce soir s'il n'y avait pas eu des sapins et de l'épinette au Saguenay. C'est ça. Oui, bien, au départ, moi, ce que j'aimais faire, c'est de faire avec ce qu'il y a alentour. Un peu comme nos pionniers, puis les premiers habitants. On faisait avec ce qu'il y avait alentour. On faisait leur cabane avec le bois, et bon, tout ça. Les roches, les ci, les ça. Donc, moi, ce qu'il y avait alentour, c'était des pitounes. Et ça m'a toujours fasciné. C'était tellement de belle matière. Puis aujourd'hui, bien, on le sait, la richesse que ça a, puis qu'est-ce qu'il faut protéger, ce patrimoine-là et tout. Mais moi, ça date déjà de 50 ans, les premiers travaux avec les grosses poutres et les pitounes. Donc, ça me ramène aujourd'hui où je voulais un peu immortaliser le côté un peu des embarques. Là, quand on était jeune, toutes les rivières étaient remplies de pitounes qui flottaient pour aller vers les scieries, puis à la pulperie, tout ça. Donc, ça me ramène tout à cette époque-là. Et puis, dans l'embarque aussi, ils faisaient sauter ça à la dynamite quand ça bloquait. Ça fait que moi, je me suis fait comme un saut de dynamite là, pour exprimer un peu symboliquement là, toute cette période-là. C'est vraiment une exposition où je me suis amusé beaucoup. J'ai fait ce que j'aimais faire. Et puis donc, il n'y a pas grand-chose ici qui fait pas mon affaire. Il y a des choses que j'aurais améliorées. Moi, si tu me donnes encore un mois, je fais encore d'autres choses, puis on en ajoute. Mais ce qui est là présentement, c'est à peu près des choses vraiment que j'aime, puis que j'ai été content de faire, heureux de le faire aussi. Vous êtes le conjoint de Diane Dufresne. Est-ce qu'elle aussi est critique par rapport à vos œuvres? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous faites pour lui faire plaisir, c'est votre premier public, ou bien ça l'aime pas, tu dis moi j'aime ça. Puis... On a comme un pacte entre nous de s'encourager dans nos propres aventures là, artistiques. Comme moi aussi, je lui ai promis d'être toujours là pour les spectacles parce que c'est pas facile. Puis en même temps, elle, c'est une personne tellement qui a un aura artistique et de créativité qui nous porte vers l'avant. Elle nous pousse tout le temps. Diane est toujours en position de regarder la vie et les choses d'une façon créative. Donc, c'est pour ça qu'elle est à part des autres. C'est pour ça qu'elle nous a apporté beaucoup puis qu'elle nous apporte encore beaucoup. Ça tire vers l'avant. Et puis moi, ça me permet... Puis elle a l'œil critique aussi parce qu'elle est en même temps peintre et sculpteur aussi. On va le voir là, cet été à partir du mois de juin. Donc, elle a un œil critique. Elle se met beaucoup à la place des gens. C'est ça qui a été fort dans sa carrière, c'est de se mettre à la place des gens puis essayer de les émouvoir, de les éblouir. Elle pense toujours au public et au monde. Ça fait que quand elle regarde les choses, elle dit « Oups, là, t'es trop intellectuel. Ah, oups, là, ça, c'est... » Mais sans être trop intervenir, parce qu'elle sait qu'il faut que... Tu sais, un artiste, il faut que tu le laisses aller, puis après ça, on voit. On verra. Parce que si on se parle trop, c'est pas bon non plus. Il faut lâcher l'intellect puis y aller. Quand on crée, on pense à des gens. On se dit, quand je vais faire ces sculptures-là, je pense à mon ancien professeur, je pense à un ancien copain qui faisait ça. Ou quand je fais d'autres choses, je me dis, est-ce que Diane va aimer ça? Ou est-ce que telle personne de tel groupe va... Tu sais, on pense à tout ça dans notre tête, hein? Mais ce qui est le fun avec l'âge, c'est qu'on essaie de plutôt se faire plaisir. Ça arrive avec le temps, ça. C'est ce qui conclut cette première saison du Bulletin des régions. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On remercie également nos 20 téléparticipantes et on se dit à septembre prochain pour une nouvelle saison.